Allô, allô, ça marche? Philippe, ça marche. Il n'y a pas de chemin. Il n'y a pas de chemin. Le chemin se fait en marchant. Bon, alors, ça y est, c'est la campagne électorale. Enfin, on commence. L'énième. Pour nous, oui, c'est la énième. Mais enfin, là, c'est celle de 2017. Donc, je rappelle pour les millions de gens qui nous regardent que nous faisons comme d'habitude, c'est-à-dire on cherche à avoir des candidats qui veulent bien causer ensemble et avec nous de cette affaire, c'est-à-dire des législatives. Alors aujourd'hui, on va commencer par la 4e circonscription de la Dordogne. Et nous avons le bonheur, la chance et l'honneur de recevoir 2 candidats sur 12, tout de même, de la 4e circonscription. J'avoue qu'on n'a pas à chercher à avoir les autres. Ils se sont gentiment proposés, enfin ils ont accepté gentiment de venir ici. Les autres, ben, ma foi, on les accueille quand ils voudront. Je vais quand même donner une petite idée, même si on n'est pas sous la coupe du CSA, nous autres petits médias de merde que nous sommes. Je vais dire que ces 12 candidats, sans les nommer, 5 d'entre eux sont issus de partis traditionnels, les partis qu'on connaît, ELV, PS, etc. 3 sont hors parti. Il y a 2 dissidents, l'un du PS, l'autre de LR, mais comme ils sont dissidents, ils sont hors parti. Et le 3e, c'est lui, c'est Thomas Michel, qui donc se candidate, enfin, présente sa candidature en tant que hors parti. Donc 12, dont 5 partis traditionnels, 3 hors parti, un parti approximatif, c'est lui. C'est Jean-Michel Toulouse. Je dis approximatif parce que c'est un parti récent, et d'ailleurs tu viens de dire que même ce ne sera peut-être pas inscrit sur les bulletins électoraux, enfin sur la propagande électorale. Ce parti s'appelle PARDEM, Parti de la démondialisation, il nous en parlera. Donc 12, 5 de traditionnels, 3 hors parti, un parti approximatif et 3 mouvements, entre guillemets, puisque dans cette 4e circonscription, il y a un REM, République en marche, je ne sais pas si les gens en ont entendu parler, c'est un petit parti qui vient de naître, il y a à peine un an, mais il a un président de la République à son chevet aujourd'hui. Donc, République en marche, France Insoumise, qui affirme que ça n'est pas un parti, mais bien un mouvement, et enfin un parti qui m'amuse beaucoup, qui s'appelle le M100%. Je ne sais pas si vous en avez entendu causer. Personne n'a entendu causer. Alors, le M100%, tout le monde pense qu'il s'agit d'une galaxie spirale située dans la chevelure de Bérénice, mais pas du tout. Elle a été découverte par monsieur Méchain en 1781. Non, c'est pas ça du tout. Le M100%, c'est 0 politicien, 100% citoyen. Et si, comme moi, on s'amuse à regarder sur Internet, eh bien, on découvre qu'il s'agit de 28 mouvements citoyens et écologistes ensemble. Je ne sais pas lesquels, ne me demandez pas lesquels 28. Mais bon. Alors tout ça est assez rigolo, mais ça fait que vous êtes 12, dont 5 traditionnels, 3 un peu spéciaux, 1 aussi spécial, disons, allez, 3 et 1, 4 et 3, 7, 7 spéciaux et 5 traditionnels, on va dire. En gros, la spécialité, c'est un peu vague à définir, mais bon. Voilà comment ça se présente pour les braves électeurs de la 4e circonscription, auxquels on souhaite bon courage, et surtout qu'ils se renseignent bien pour bien voter, comme leur désir, le veut. Très bien. Voilà. Alors, vas-y. Juste peut-être présenter la personne que tu n'as pas présentée, qui est à droite de Jean-Michel Toulouse, qui est le suppléant, Bastien Durand, donc suppléant de Jean-Michel. Ils sont à côté parce qu'ils sont ensemble. Voilà, et on voit que la parité est respectée au Pardem. Quant à ta suppléante... Au niveau national, oui. À ta suppléante, elle n'est pas présente aujourd'hui. Voilà, c'était juste pour boucler le tour de table. D'accord. Alors, tout ça, c'était pour dire qu'on va peut-être parler de ça, de cette présence de gens traditionnellement dans des partis, et puis d'autres
un peu moins traditionnels, qui se présentent soit comme issus de mouvements ou de très jeunes partis, ou encore sans parti comme Thomas Michel. Bon, ça me paraît important de revenir là-dessus, parce que, alors c'est peut-être un truc perso, mais je pense que je ne suis pas tout à fait seul à le penser, que quand on parle de rénovation de la vie politique, ou de changement, ou de recomposition, on parle surtout de ça, à mon avis, c'est-à-dire la fin des partis, c'est un grand mot, mais en tout cas, la baisse de l'influence des partis, disons, à ces élections. Donc on va parler de ça. Tu voulais ajouter un autre sujet? Non. Non, bon, voilà. Très bien. Bon, ben on va donner la parole aux plus vieux. C'est normal. Les vieux. Ça doit être moi. Jean-Michel Toulouse. Pas que ce soit moi, en tout cas. Donc on se connaît un petit peu. Oui. Hein, on t'a déjà interviewé, c'est pour ça qu'on se tutoie. D'ailleurs, tous les deux, on vous connaît un petit peu. C'est pour ça qu'on a fait appel à vous. Vous avez eu la gentillesse déjà de venir à Canal Pop discuter un peu politique. Toi, à cause d'un bouquin que tu as sorti il n'y a pas très longtemps. Et Thomas Michel, je ne sais plus à quel propos. C'était dans le cadre de la déclaration de ma campagne. C'était aussi. Vous étiez intéressé à ma C'était démarche. déjà. On s'était rencontrés à la Colline aux Livres quand Robert Rue était venu. Bon, après, il y a eu une petite... voilà. Mais c'était à l'occasion de l'avenue de Robert Rue que tu as fait venir dans ta Ainsi que Jean commune. Lassalle. Et Jean Lassalle, voilà, c'est ça. Et déjà, tu parlais de ton engagement qui était un peu particulier ou singulier. C'est Voilà. pour ça qu'on l'a invité, il est gentiment déjà venu. Tout à Donc, fait. on va se tutoyer. Et donc Jean-Michel, alors, bien que tu ne sois pas encore noté officiellement ni par FR3 ni par France Bleu Périgord, mais on sait que les médias de toute façon ne sont au courant de rien, donc c'est normal. Tu seras donc candidat, ça y est, tu as signé à la préfecture. Absolument, depuis hier. Bon, je suis Jean-Michel Toulouse, donc effectivement on se connaît un petit peu. J'ai sorti un bouquin sur la situation politique l'année dernière à peu près à la même époque. Je corrigerai un petit peu ce que tu as dit tout à l'heure sur le parti approximatif. En fait, c'est un parti nouveau qui s'appelle le parti de la démondialisation. Oui, mais enfin, bon, on est en train de s'organiser. Bon, et j'espère qu'effectivement, on va progresser. Mais nous voulons un parti complètement différent des autres. Parce que nous contestons, et d'ailleurs la nomination du nouveau Premier ministre le démontre très clairement, et celle du gouvernement de ce soir continuera à le démontrer. Tu es déjà au courant de la composition du gouvernement? Oui, mais je ne connais pas les noms, mais on sait les uns et les autres. On sait les uns des autres qui y aura là-dedans, hein, c'est-à-dire des vieux chevaux de retour. Donc le changement de M. Macron, on voit à peu près ce que ça va donner. Puis il y aura quelques petits jeunes, ou quelques petites jeunes, effectivement, qui seront genre Myriam El Khomri pendant du temps du gouvernement de Hollande. Et on a vu ce qu'on lui a fait faire, d'ailleurs, à cette jeune ministre. Bien. Donc nous sommes un nouveau parti, et nous allons essayer. Pour nous, donc, la différenciation gauche-droite n'est plus de mise, puisque... Oui, j'ai oublié de préciser que pour le second tour, vous avez officiellement appelé à ne voter ni pour l'un ni pour l'autre des deux candidats présents. Absolument. Et au premier tour, nous aurions aimé que notre candidat, Jacques Nikonov, puisse se présenter. Malheureusement, comme vous l'avez peut-être su, il n'a pas pu réunir ses 500 signatures. Donc là, ça aussi, il faudra qu'on change un petit peu ce système, hein, qui n'est pas très démocratique. Voilà, donc nous sommes un nouveau parti. Et ce qui nous différencie par rapport aux autres, en deux mots, pour ne pas être trop long, c'est que nous raisonnons par rapport à un certain nombre de points fondamentaux sur ce système politique français et européen. Bon, premièrement, alors ça je parle au niveau national, j'imagine qu'après nous parlerons des problèmes locaux, en tout cas de notre quatrième circonscription. Alors, mon collègue de gauche n'est pas du tout un adversaire pour moi, vous allez voir pourquoi je dis ça. Premièrement, nous sommes pour quitter l'Union européenne. Deuxièmement, pour quitter l'euro. Troisièmement, pour quitter l'OTAN. Quatrièmement, pour refonder l'entreprise dans ce pays. Et cinquièmement, pour refaire le système démocratique qui est avant tout en France aujourd'hui une monarchie républicaine. Je vois pas le rapport avec la gauche. Et on va... Mon collègue de gauche, comment il est sans étiquette. Il est sans étiquette. Bon, on ne se connaît pas, donc je tiens à redire, c'est pas mon adversaire, mes véritables adversaires. Vous savez qui c'est. Ce sont les partis traditionnels, en effet, hein, que ce soit donc à droite ou à gauche,
qui se sont à gauche entre guillemets, parce que je considère que le Parti socialiste tel qu'il est n'est pas un parti de gauche. Ils se sont partagés le pouvoir pendant, on va dire 30 à 35 ans, hein, et on voit où on en est aujourd'hui. Hein, c'est-à-dire qu'ils ont pratiqué exactement les mêmes politiques, ou presque à une nuance près, les fameuses réformes de société, mais sur la politique économique, sur la politique sociale, sur la politique fiscale, sur la politique européenne, etc., sur la politique étrangère, je défie qui que ce soit à trouver des différences entre, dans les règles générales, ce qu'a fait M. Sarkozy, par exemple, hein, ça remontait plus loin, et ce qu'a fait M. Hollande. Donc, voilà, ça s'appelle l'oligarchie. Voilà mes adversaires. Voilà mes adversaires. Et pourtant, moi, je vois très peu de différence. Et non pas mon collègue qui est à ma gauche. On lui laissera la parole après, mais je vois pas, justement, en parlant de différence, d'absence de différence entre la gauche et la droite que tu énonces, je vois pas très bien la différence entre les 5 propositions du Pardem, je vais me faire l'avocat du diable, et les propositions du Front National. Alors, ça, c'est une question qu'on nous a souvent posé, effectivement. Mais qu'est-ce qu'il vous dit? Je rappelle les principales. Hein. Sortie de l'euro, sortie de l'Europe. De l'Union européenne. De l'Union européenne. Néolibérale, pas de l'Europe. Sortie de l'OTAN et, disons, changement drastique, transformation, réforme drastique de la Constitution de 1958. Et de l'entreprise. Ces 2 derniers points nous différencient absolument du Front National, qui, lui, que je sache, n'est pas anticapitaliste, et que je sache, se plaît fort bien dans le système constitutionnel de la Ve République. Quand ils ont proposé 2 ou 3 petites réformettes, mais elle se sent très bien, Madame Le Pen, ou ses successeurs, ou ses prédécesseurs d'ailleurs, dans ce système économique. Et puis, nous n'avons strictement rien à voir avec le Front National. Nous avons d'ailleurs appelé à voter contre, très clairement, dans nos documents électoraux, vous le savez. Et nous n'avons strictement rien à voir avec les origines idéologiques de ce parti, qui sont des origines idéologiques, effectivement, d'extrême droite. Voilà. Alors, donc, je ne souhaite pas qu'on continue à nous assimiler à une organisation politique. Mais tant qu'on est dans les distinctions, voilà, qui est totalement contradictoire avec nous. Tant qu'on est dans ces distinctions et ces demandes de précision, ce que c'est que le Pardem, pourquoi alors ne pas vous mettre avec France Insoumise? Alors, ça c'est une excellente question encore, mais je crains... alors je vais essayer d'être bref, puisque... Parce que la réforme de la Constitution en particulier... Oui, il faut laisser parler ils sont anticapitalistes aussi. Oui. Alors, nous ne sommes pas... alors, France Insoumise n'est pas non plus un de nos principaux adversaires. Hein. Bon, je les ai cités, mes principaux adversaires, tout à l'heure. Hein. Je ne vais pas faire mon Hollande au discours du Bourget, parce que nous, ce sont de vrais adversaires. France Insoumise n'en est pas un, parce que dans son programme, il y a un certain nombre de choses avec lesquelles on peut être tout à fait d'accord. Une 6e République, une réforme de l'entreprise, un ajustement de ce qui se passe au niveau de l'Europe. Par contre, la démocratisation du système économique, le fait qu'il soit plus un mouvement qu'un parti, etc. Il y a des choses sympathiques dans cette organisation qui effectivement... Le Pardem est un parti. Le Pardem, je vais y revenir, si tu permets. C'est un parti qui n'a pas les mêmes caractéristiques que ceux qui existent aujourd'hui, hein, mais j'expliquerai tout à l'heure. Donc pour nous différencier de France Insoumise, simplement, j'attire votre attention sur le fait qu'il y a un point qui a déterminé pour nous le fait de ne pas soutenir ce mouvement. C'est que Jean-Luc Mélenchon n'a jamais formulé très clairement, je trouve je ne suis pas le seul, qu'il est très ambigu là-dessus, le fait de sortir de l'Union européenne néolibérale et de l'euro. Voilà, si vous avez bien regardé son dernier meeting, il a même dit le contraire, qu'il n'avait pas du tout l'intention de sortir de l'Union européenne et de l'euro. Et par conséquent, nous avons peur, nous souhaitons nous tromper, hein. Encore une fois, ça ne sera pas mon adversaire principal dans cette circonscription. S'il y a un candidat FI, je pense qu'il y en aura un. Oui, ou une. Bon, simplement ce que je souhaite dire, c'est que s'il accédait au pouvoir, je vous fiche mon billet qu'il ne sortira ni de l'Europe ni de l'euro. Et pour nous, Jean-Luc Mélenchon, c'est une sorte de nouveau Tsipras. Voilà. Il ira négocier, il a annoncé la couleur. J'irai négocier avec Mme Merkel. Eh bien, j'ai peur que s'il ne prend pas tout de suite un certain nombre de décisions, telles que celles que j'ai évoquées tout à l'heure,
eh bien nous nous retrouverons dans la situation de la Grèce dans quelque temps dans ce pays. Voilà donc pourquoi ça on se suffit à ne différencie. pas faire cause commune avec la Absolument. France Insoumise. D'accord. C'est un sujet fondamental. Parce qu'à partir du moment où on ne sort ni de l'euro, ni de l'Union européenne néolibérale, c'est tout le programme de France Insoumise qui est par terre. D'accord. Alors, je peux mais juste pour qu'il revienne 2 secondes, si possible, sur pourquoi tu tiens tellement à ce qu'il y ait un parti, du coup. Alors, Pas un mouvement. ok. Alors, je suis assez à l'aise pour répondre à C'est cette ton côté question. stalinien. c'est Non, ça non. Je suis assez à l'aise pour répondre à cette question parce que, effectivement, comme vous le savez, j'ai fait un petit bouquin là-dessus, sur les partis politiques, et je m'apprête à en publier un autre. J'espère que je viendrai vous en parler Absolument. avant la fin de l'été, sur justement la critique de la démocratie représentative. Bon, les partis politiques, aujourd'hui tels qu'ils sont, c'est une sorte comment dirais-je, de production illégitime de la démocratie représentative et du suffrage universel. Bon, et donc les partis aujourd'hui, c'est quoi? Ils sont devenus des sortes d'écuries qui ont pour seul et unique objectif de faire accéder un certain nombre de gens à des places politiques bien déterminées, comme eux, justement, président de la République, député, sénateur, tout ce que vous voudrez. Bon. Et je considère que cette conception-là... C'est gaulliste, je cite De Gaulle. Cette conception-là... Je cite De Gaulle. Je suis gaulliste, mais pas pour les mêmes raisons. Ah, si tu vas écouter. Regarde, il traitait le régime de parti de scène de contradiction sur un théâtre d'impuissance. C'est du De Gaulle tout craché. Oui, C'est vachement mais bien. il n'avait pas forcément tort. Il n'avait pas forcément tort. Plus la sortie de l'OTAN qui est peut-être un rapprochement avec le général Non, de non, Gaulle. mais on se réclame Scène de un petit peu contradiction comme sur un théâtre M. d'impuissance. Asselineau, sauf comme M. Asselineau ne veut pas non plus sortir du capitalisme. Hein. C'est ce qui nous différencie fondamentalement. D'accord. Voilà, Alors, mais non. Alors, si les partis sont bien voilà ce que pourquoi, tu dis, pourquoi encore un parti alors? Bon, pour l'instant, nous avons effectivement besoin de nous mettre au clair vis-à-vis de l'opinion publique sur un certain nombre de sujets. Il nous a semblé que le meilleur moyen pour toucher cette opinion publique, c'était de nous organiser. Voilà, mais rien n'indique que nous allons rester un parti de la démondialisation. Notre prochain congrès va justement discuter de ça, et peut-être qu'il sortira de ce congrès une nouvelle façon, une nouvelle terminologie qui corresponde plus à ce que nous sommes et à ce que nous voulons faire. Et deuxième paradoxe, avant de laisser la parole à Thomas Michel, c'est si la démocratie représentative est illégitime, pourquoi vous participez aux élections? Alors, si nous ne participions pas aux élections, nous aurions encore moins de chances de nous faire connaître vis-à-vis du peuple de ce pays. Il y a plein d'autres moyens de participer à la vie politique sans passer par des élections. Nous participons à un certain nombre de choses, mais nous avons considéré pour l'instant qu'effectivement, il fallait qu'un mouvement politique existe, un mouvement politique nouveau existe, et aille se confronter vis-à-vis des électeurs. Voilà. Est-ce que je peux ajouter juste un mot? Après, ce sont les électeurs qui choisissent, bien sûr. Un mot suspicieux, une très vilaine pensée. S'ils veulent être un parti, c'est très simple. C'est parce que si tu n'es pas un parti, tu n'as aucun droit à des subsides de l'État. C'est une vilaine pensée. Selon les résultats des élections. Car chacun sait que les partis sont rémunérés par nos impôts. Hein, et donc, à mon avis, Nikonov, il le savait. Et il dit, on va pouvoir, on va peut-être gagner quelques sous comme ça. C'est ça que tu appelles s'organiser, non? Alors, c'est pas un directeur d'hôpital que je vais apprendre ça. Non, moi, quand je parle organisation, ça signifie pas du tout des problèmes financiers. La meilleure preuve, c'est que la plupart de nos candidats autofinancent leur campagne, d'accord? C'est mon cas. Hein? Ça coûte combien? Écoute, si tu totalises tout, je vais arriver à 3 500 €, 4 000 €. Ça va, c'est pas trop cher. Bon, donc, nous, notre principale préoccupation, ça n'est pas du tout comme un certain nombre d'autres partis, justement, ce que tu viens de dire, décrirait parfaitement un certain nombre d'autres partis que je n'aurais pas la cruauté de citer. Mais nous, ce n'est pas notre cas, parce que, d'une part, on sait très bien qu'à ces élections-ci, nous n'obtiendrons pas de financement public, voilà. Et d'autre part, Vous avez 2%. Non, il faut qu'il y ait 50 candidatures en France et que ces 50 candidatures totalisent 1%.
Voilà, 1% de voix au moins. C'est ça. Voilà. Donc comme nous sommes tout nouveaux... Mais 2%, c'est génial. Non, mais on peut avoir 2% dans une circonscription, voire au-delà, j'espère. Mais que dans les circonscriptions, d'abord, on ne présente pas 50 candidats. D'accord, voilà. Donc, ce qui veut dire que les affaires sont réglées, il n'y aura pas de financement public pour nous. Ah, d'accord. Bon, donc ça infirme ce que tu as dit tout à l'heure. Donc, le fric n'est pas notre principale préoccupation. La meilleure preuve, encore une fois, c'est que ce sont les candidats qui autofinancent leur campagne. Là-dessus, je crois qu'on est à peu près et on sera peut-être les deux seuls, justement, dans la 4e circonscription à être dans ce cas. Donc, l'argent et nous, ça fait deux. Voilà. Nous, ce qui nous intéresse, je l'ai déjà dit, c'est la bataille des idées. La bataille des idées. Et essayer de faire évoluer un certain nombre de choses dans l'esprit démocratique en France aujourd'hui. Bien, on va laisser la parole à Thomas. Si tu lui donnes la parole, il parlera. J'ai une question pour Bastien, mais on va laisser la parole au compétiteur. Thomas Michel, donc, qui lui se présente également sans étiquette, peut-être pas tout à fait pour les mêmes raisons, c'est pas le même parcours non plus. Donc, tu es maire de Saint-Pompon, président de la communauté de communes, pas d'agglomération, de communes, d'Homme-Villefranche du Périgord. Tu te présentes aux législatives en 2017. Est-ce qu'il y a des points communs avec peut-être pas sur le fond, mais sur ce parcours, par rapport, je pense, à la démocratie représentative qui représente mal, ou même sur le fond des idées défendues par le Pardem? Alors, vous avez dit beaucoup de choses, et je ne suis pas sûr de réagir au fur et à mesure sur tout, donc j'en appelle aux journalistes pour relancer. Moi d'abord, je veux dire que je n'ai que des adversaires dans cette élection. C'est un peu déjà une première chose, parce que j'y vais avec l'ambition de semer une graine citoyenne, donc c'est aussi votre démarche, mais ça n'empêche que je préférerais que ce soit... ma propre campagne. Je ne suis pas le meilleur, mais je suis le seul. Mais je préférerais que ce soit la mienne de graine que je plante plutôt que la vôtre. En termes de Candide, tu es le seul. Voilà. Candidat. Oui. Donc, vous avez des positionnements qui nous rapprochent pas trop. Parce que moi, je ne suis pas contre la sortie de l'Europe. Je suis pas pour la sortie de l'Europe. Je ne suis ni de l'euro. Voilà, ni de l'euro, parce que je pense pas qu'il faille faire table rase. Dans votre discours, j'entends un petit peu faire table rase de l'existant. Et ma méthode n'est pas celle-ci. Une chanson qui dit ça, d'ailleurs. Ma méthode ne part pas de ce principe. D'ailleurs, dans mon parcours, je suis maire de Saint-Pompon, je me suis présenté tout seul, je l'ai raconté déjà la dernière fois, sur un coup de tête, on va dire, une réaction. J'ai eu envie de m'impliquer parce que j'ai vu la liste qui arrivait et puis ça ne me satisfaisait pas, donc j'ai dit la seule solution c'est peut-être d'y aller. Donc j'ai gravi cet échelon, on va dire, de devenir maire de Saint-Pompon. Ensuite j'ai gravi, je me suis représenté, et quand je me suis représenté j'ai été réélu de manière très à l'aise et je me suis retrouvé aux responsabilités de la communauté de communes puisque le contexte a fait que c'était comme ça. Moi, je suis très attaché à... Je pense qu'un député, ou le député, je fais moins de politique que vous, peut-être, c'est que je pense que le député, il est là avant tout pour représenter le territoire, avoir des positionnements sous le prisme des réalités de notre territoire, et ça, je pense que c'est pas quelque chose qui nous a été prouvé ni au travers des différentes décisions qui ont été prises, la loi NOTRe, les lois Allure sur l'urbanisation, etc. Et les lois ne collent pas, ne sont pas défendues, selon moi, sous l'égide des réalités de notre territoire. Donc mon premier principe, il est assez pragmatique. J'ai pas de grande théorie sur... j'ai une vision du monde, je suis intéressé par l'information, par savoir ce qui se passe. Je sais très bien qu'on n'est pas tout seul, qu'on est dans une mondialisation qui nous envahit parfois, enfin et souvent d'ailleurs, mais et à la limite, j'ai un petit peu moins d'espoir que vous, puisque je me dis que le changement que je souhaite, qui va peut-être dans le même sens que vous, à plus long terme, je ne le verrai pas. Mais simplement,
pour être pragmatique, concret, il faut s'imposer au milieu de cette arène. C'est une arène politique bien structurée. Puisque, en effet, on est passé de l'anticapitalisme et des grands horizons à quelque chose de beaucoup plus modeste, c'est-à-dire Saint-Pompon et avant des choses comme ça. Et la 4e circonscription dans son ensemble, parce que je connais un bon bout. Quand même, est-ce que je peux te demander, est-ce que tu as pensé des résultats que je rappelle des élections présidentielles dans ta commune, hein, 1338 inscrits. Non, 338. Ah non. Si, 300, il y a 440 habitants. Il doit le savoir, des chiffres. Mais je peux les donner, alors je vais les donner moi-même les chiffres. Alors, 61 voix pour Marine Le Pen, 59 voix. Au premier tour. Voilà. Hein, au premier tour. 61 voix pour Marine Le Pen, 59 voix pour Jean-Luc Mélenchon, 47 voix pour François Fillon, 45 voix pour Emmanuel Macron, 19 voix pour Jean Lassalle, 15 voix pour Hamon et... Ça va. Et le deuxième tour, c'est moi qui vais le dire. Oui. Donc, il y a eu 240 suffrages exprimés, dont 147 pour Macron et 93 pour Marine Le Pen. Donc, qu'est-ce que tu penses, surtout du second tour, disons, pour rester simple? Moi, j'en suis désolé. Rapport à mes positionnements. D'abord, moi, je veux vous dire que... c'est assez bien balancé quand même, hein, 147, 93. Bon. Ouais, après, moi, concernant le premier tour, d'abord, moi, j'avais pas de candidat. J'ai parrainé, puisque en étant maire, j'avais la possibilité de parrainer quelqu'un, j'ai parrainé Philippe Poutou. Pourquoi j'ai parrainé Philippe Poutou? J'ai été sollicité par la salle, j'ai été sollicité par tout le monde comme tous les élus le sont, voire harcelé même, parce que des fois, au bout d'un moment, on a du mal à se poser, et parce que j'estimais que ça doit être un candidat qui devait être présent dans un débat présidentiel. Après, il n'est pas forcément à la hauteur de la fonction présidentielle, en effet, mais il permet quand même d'apporter un débat. Et puis bon, on l'a bien vu, enfin, je ne sais pas si vous avez vu le débat des présidentielles des 11, il a balancé un petit peu, ça fait plaisir à tout le monde. On aime bien un petit peu une sorte de défouloir qui nous a fait plaisir. Ça fait partie aussi de la démocratie, je pense. Alors, par rapport aux résultats de Saint-Pompon, moi j'étais désolé de l'arrivée en tête de Marine Le Pen, parce qu'ils ont un maire qui est relativement progressiste, ils m'ont élu à 80% la deuxième fois. 2 voix près devant Mélenchon. Bon, oui, mais ça n'empêche que symboliquement, moi ça m'a bien embêté, parce que voilà, c'est pas du tout mes valeurs. Est-ce que tu as pu faire c'est pas un il y avait 300 inscrits, 334, c'est ça? Ouais. Et en discutant, tu les connais quand même, tes concitoyens, tu l'as senti venir ou tu peux l'expliquer? Je ne sais pas. Historiquement, ça existe déjà. Ouais. Il y a toujours eu une présence de Le Pen assez forte, enfin en tout cas du Front National, dans tous les scrutins. Comme partout, oui, voilà. Mais c'est vrai que sur la proportion, chez nous, c'est un petit peu marqué. Alors je ne montrerai pas du doigt l'un ou l'autre qui a voté comme ça. Mais c'est un sentiment d'abandon, de déclassement, comme tu disais, tu parlais de la loi NOTRe. L'État s'en fout de nous, il nous abandonne. Je pense qu'il y a cette notion d'abandon des territoires, il y a cette notion aussi de grossissement petit à petit. Ça part vers la communauté de communes. En plus, moi, je suis le président de la communauté de communes. Ils se sentent un peu dépossédés de leur démocratie. Et le FN fait miroiter quand même, vous inquiétez pas, avec nous, on va remettre travail, famille, patrie, quoi. Enfin, je veux dire, j'espère que je n'aurai pas un procès pour dire ça, mais c'est un petit peu le discours caricaturé de la chose. Et voilà, moi je n'ai pas compris, mais à la fois, moi je ne milite pas dans mon village. Certaines personnes avec qui on a fait le bilan sur ce résultat du premier tour, je pense que, enfin je milite personnellement. Tu es quand même maire, hein, donc tes amis district, tu les rencontres, tu discutes avec oui, eux, tu connais les problèmes de Saint-Pompon. Est-ce que tu vois un lien? Ah non, il n'y en a aucun. Justement, c'est ça qui me déroute. N'empêche que ces résultats, loin de te décourager, te confortent plutôt dans ton intention de te présenter. Bien sûr, parce qu'en fait, alors c'est là où on se rejoint, c'est que je pense qu'il ne faut pas laisser aux partis politiques le monopole de la représentation. Parce que alors moi, l'analyse que j'en fais, c'est que c'est des grosses machines avant tout financières, d'abord, et puis qui ne fonctionnent qu'avec les lobbies
Voilà, c'est Une des explications du vote de Saint-Pompon, c'est précisément cette mainmise des partis sur la vie politique. Oui, c'est un rejet. Et puis après, c'est le discours un petit peu direct du Front National qui parle à tout le monde. C'est un peu... et encore, ça n'a pas été trop le cas sur le coup, parce qu'il y a eu des scandales quand même politico-financiers pendant qui ont frappé le FN aussi. Oui. Mais on l'entend peut-être moins que quand c'est un candidat de plus respectable ou plus respecté, j'en sais rien, je ne sais pas comment il faut le dire, comme le candidat de la droite qui lui s'est fait taper dessus, et c'est tant mieux. Il faut un moment. Enfin, je voudrais revenir à nouveau sur la loi NOTRe, parce que tu l'as combattue. Oui. La députée actuelle de la 2e circonscription, c'était pas Brigitte Allain, pour ne pas la nommer, elle a plutôt expliqué que ça pouvait être une bonne chose. Est-ce que c'est un truc qui vous opposerait, ça? Parce que est-ce que le PARDEM est plus pour une centralisation, alors que... Non. Est-ce que la loi NOTRe, par exemple, est-ce que c'est quelque chose que... Bon, maintenant, de toute façon, elle est passée, mais est-ce que ça aurait été un combat que vous auriez mené contre la loi NOTRe? L'organisation des collectivités territoriales. Et pour quelle raison? Est à revoir. Est-ce que je peux répondre 2 secondes à 2-3 choses? C'est pas du tout polémique. Hein. Non, mais même si ça l'est, c'est pas grave. Non, parce qu'encore une fois, mes objectifs à moi sont d'attaquer les véritables responsables de la situation aujourd'hui dans ce pays. D'accord? Et on a suffisamment de travail, vous comme moi, pour ce faire. Bon, d'abord, on ne veut pas du tout faire table rase. Hein, nous, ce que malgré la chance. Nous, ce que nous critiquons simplement dans cette Europe néolibérale-là, c'est le chômage de masse. Et le fait que les fascismes, pour employer un grand mot, les extrêmes droites montent partout en Europe. Et pourquoi? Parce qu'il y a des raisons sociales à ça. Bon. Et nous ne voulons plus d'une Union européenne néolibérale. Vous fait observer d'ailleurs que l'Europe, c'est 49 États, d'accord, et qu'il n'y en a que 27 jusqu'à nouvel ordre qui sont dans l'Union européenne néolibérale. Et c'est pas parce que nous sommes contre l'Union européenne néolibérale qu'on est contre toute organisation européenne. Non, on veut créer une autre Europe, mais malheureusement, pour pouvoir faire ça, il faut casser celle qui existe. Et je dis bien, il faut la casser. Voilà, ça peut paraître un peu excessif, mais vous allez voir que si on ne fait pas ça, moi, je vais vous citer un seul chiffre que je livre à la réflexion des téléspectateurs et des élus. Des élus aussi, parce que souvent, peu le savent, et des électeurs, et de vous-même. Mais on en parle très peu. Le poids de l'industrie française, il y a 15 ans de ça, dans le total du PIB, était de 23%. Il a régressé à 17%. La balance commerciale de la France était équilibrée à la même époque, ou presque. Nous avons 60 milliards de déséquilibre négatif de cette balance des paiements. Alors qu'en Allemagne, je ne suis pas anti-allemand, hein, parce que là aussi, quand on critique un petit peu ce que fait l'Allemagne, on dit « Ah, ça y est, c'est des germanophobe, etc. » Pas du tout. Il y a 250 milliards d'euros d'excédent en Allemagne. Bon. On sait très bien que pour qu'il y ait un tel excédent, il faut que ça soit pris sur un certain nombre d'autres États, d'où le déficit français. Donc, ce que je dis, c'est que si on ne corrige pas, je comprends pas. C'est un petit peu caricatural. Non, c'est pas caricatural, c'est la vérité des chiffres. Hein, oui, mais le lien est un peu. Non, mais je veux dire, ce que je veux dire, que le lien est un petit peu simpliste, voilà. Non, il n'est pas du tout simpliste. Écoutez, c'est là, ça vous explique tout simplement pourquoi nous voulons sortir de l'euro et de cette Europe-là. Pour par contre mettre en place ce qui existe partout ailleurs. Regardez la Suisse, un certain nombre d'autres États, la Norvège, maintenant l'Angleterre ou bientôt un certain nombre d'autres États. Ils n'adhèrent pas à l'Union européenne, ils ne sont pas moins prospères que nous. Au contraire, certains d'entre eux ont réglé le problème du chômage de masse. Donc c'est pas du tout caricatural. Qui a réglé le problème du chômage de masse? Dans les pays scandinaves qui ne sont pas ni dans l'Union européenne ni dans l'euro, puisque les deux cas de figure se passent. Et puis vous avez donc la Suisse, on parle beaucoup de la Suisse, qui n'est ni dans l'un ni dans l'autre, et un certain nombre d'autres États. La Suisse a très peu d'industrie, elle fonctionne quand même sur une capacité productive qui est liée à ses services, à la banque, aux banques, aux finances et aux assurances. Je suis désolé, mais au niveau industriel, il y a pas mal de choses qui existent en Suisse, désolé, et de toute façon, c'est un exemple, la Suisse, c'est pas le seul. Pour aller plus loin que ça, est-ce que vous pensez qu'il
qu'il faut revenir au plein emploi? Est-ce que c'est pas un mirage de dire qu'on va revenir au plein emploi? Absolument, je vais en parler tout à l'heure. Nous avons au Pardem un thème de campagne qui s'appelle le droit opposable à l'emploi. Je vous en dirai 2 mots tout à l'heure et je vous dirai Est-ce même... qu'on ne peut pas envisager une autre forme de travail? Et je vous dirai même comment on le finance. Oui, mais ça, on n'est pas contre. D'ailleurs, il n'y a même pas à être pour ou contre, ça va s'imposer de soi. Bon, donc il vaut mieux ne pas trop prendre le train en marche en retard. Hein. Bon, nous sommes d'accord là-dessus. Bon, donc nous ne sommes pas anti-européens, je vous rassure. Nicolas, c'est le type qui était à ATTAC. Oui, c'est l'ancien président d'ATTAC. L'ancien président d'ATTAC. Alors, sur donc l'Europe, voilà, je souhaite que les choses soient claires, parce que nous ne sommes pas anti-européens. Voilà. Et d'ailleurs, vous avez une idée, j'imagine, de ce que c'était cette fameuse convention de la Havane en 1948, qui avait été discutée éventuellement, enfin, Keynes, qui n'est quand même pas un stalinien, je dirais, violent, qui a beaucoup participé à l'élaboration de cette convention, laquelle n'a pas été validée, vous vous souvenez, par les États-Unis, qui ne voulaient absolument pas entendre parler de cette convention de la Havane, parce que justement la convention de la Havane, c'est une convention internationale qui voulait organiser le commerce international, mais qui avait 2 caractéristiques. Premièrement, équilibre des balances des paiements, et quand un État était en fort trop déficit, comme l'Allemagne, il devait prendre des mesures, effectivement, pour ne pas trop détériorer l'économie des autres, d'accord, parce que c'est ce qui est en train de se produire aujourd'hui. Bon, et deuxièmement, veiller au plein emploi. Voilà, et à l'amélioration des conditions de vie on était dans un contexte des salariés. De reconstruction des 30 glorieuses. Aujourd'hui, les structures ont considérablement changé. Le travail... C'est pas un destin non plus, là. Non, mais... Oui, mais vous vous souvenez de la situation des économies en 1948 ? C'était la ruine totale. En Europe, dépend je parle. Oui, d'accord. Bon. Ce qu'on a été capable de faire en 1948, on ne pourrait pas le faire aujourd'hui. Oui, c'est ça. Si je peux me permettre juste une petite remarque personnellement. Je me tais. D'un point de vue européen, pour revenir à ce que tu disais sur l'Allemagne, l'Allemagne récemment, le FMI, qui là pareil est loin d'être une organisation stalinienne, leur a enjoint de baisser les taux d'imposition et d'essayer de plus redistribuer parce qu'ils avaient un excédent financier, j'ai plus les termes exacts. De la balance des paiements. Voilà, trop important. Donc c'est quand même révélateur, c'est qu'à côté de ça, il y a des pays comme la Grèce, là on est sur l'européen, on reviendra effectivement peut-être plus local après, mais où ils sont dans une situation qui est catastrophique, où ils n'arrivent pas à rembourser des dettes que l'Allemagne n'a pas remboursées en son temps, mais voilà. Des pseudo-dettes. Voilà, tout simplement. Donc le système actuel, on ne peut pas dire qu'il fonctionne. Et alors là, moi j'insisterai, sortir de l'Union européenne, ça ne veut pas dire, vraiment ce que je tiens à qu'on le dise, tout effacer et dire on se retourne, on ne veut plus parler avec personne. Parce que ce sera absurde dans la situation actuelle. Et même quand on parle de démondialisation, la démondialisation, ça ne veut pas dire on ferme totalement les discussions avec tout le monde, on ferme les frontières, voilà, non. Ça veut dire sortir du système capitaliste néolibéral tel qu'il est actuellement, voilà, et rediscuter. Alors je n'irai pas jusqu'à parler d'États-Unis, d'Europe comme Victor Hugo, mais bon, ça peut être intéressant de réfléchir autrement. Après, l'Europe apporte quand même des solidarités qui sont indiscutables. Telle qu'elle est, tu veux dire. Voilà, telle qu'elle est. Et je pense qu'il faut la faire évoluer. Il faut la faire évoluer sans doute en ayant des actions politiques et puis en prenant des responsabilités. Mais partir en disant, voilà, moi je viens et puis je veux fonctionner... je vous dis, moi j'ai le sentiment un peu du table rase, alors c'est un petit peu exagéré peut-être, mais il faut plutôt apporter de l'eau au moulin plutôt que de vouloir inverser le sens du moulin. On voit la nuance entre je pense. On va peut-être pas faire une discussion comme on en entend tous les jours à BFM, ou je sais pas quoi, ces conneries de médias, où de grands experts viennent nous balancer des milliards à la gueule en disant... Voilà. C'était quand même important de préciser la situation de l'Allemagne. Parce que je veux dire, la langue de bois, elle passe par là aussi. Donc on va essayer d'éviter ça. Alors moi j'ai quand même une question pour vous deux, c'est, d'accord, vous êtes vachement sympa, vous avez plein de bonnes intentions, on ne va pas vous suspecter d'être des vendus ou de je ne sais quoi, ni des pourris, ni des corrompus, etc. Ok. N'empêche que cette période de campagne électorale qui est un peu effervescente comme ça, dans quelle mesure est-ce c'est pour vous l'occasion d'inventer quelque chose?
c'est-à-dire de proposer des trucs nouveaux, c'est tout. On ne va pas faire des sauts de cabri en disant je suis nouveau, mais est-ce que c'est une ressource d'invention, ce moment de campagne électorale? Il se trouve que vous ne connaissiez pas, vous nous avez dit, non, on ne se connaissait pas. Moi, je trouve ça très regrettable, par exemple, que les candidats d'une même circonscription ne se rencontrent pas systématiquement, je veux dire, tu vois. Enfin, voilà. Est-ce qu'il y a des choses comme ça ou d'autres trucs que j'ignore qui vous diraient, ben voilà, peut-être que je ne vais pas être élu, peut-être que, bon, puis je m'en fous un peu, peu importe, mais ce qui compte, c'est les idées, c'est ce qui compte, c'est ce que je fais. Mais je voudrais, enfin, il s'agirait d'inventer un truc un peu neuf, quoi, non? Je ne suis pas sûr qu'il s'agisse d'inventer. C'est l'intention, c'est pas l'invention. C'est l'intention qui compte selon moi et qui n'y est plus justement à cause de ces partis. Actes, ça compte pas. Et l'intention et les actes, bien sûr, derrière. Non, mais je veux dire par là qu'on ne va pas inventer le fil à couper le beurre. Si. Enfin, moi je ne vais pas l'inventer. Je le promets pas. Par contre, d'abord, moi, c'est pas la campagne électorale en elle-même qui me fait avancer. C'est ce sentiment que j'ai acquéri au fur et à mesure des années, en ayant été maire et président de communauté de communes, et où je vois où on est au front de ces lois dont je parlais tout à l'heure, par exemple, et qui ne sont pas adaptées. Donc j'estime que si les lois ne sont pas adaptées par ceux qui les votent de notre territoire à notre territoire, c'est qu'il y a un décalage entre ces personnes et ce qu'ils votent. Enfin, il y a un problème. Et le problème, je l'identifie au niveau des partis. Parce qu'en fait, ils votent les lois pour ne pas être frondeurs. Donc, après, ils ne font pas forcément... moi, je pense qu'il faut amender les lois. Il faut amender en fonction de... et obtenir de petit à petit ce qui correspond aux circonstances du terrain, de ce qui se passe. Il faut faire remonter les idées des personnes. Il faut animer la démocratie sur le terrain. Et ça prend... pas beaucoup de temps, enfin je veux dire pas beaucoup de temps, c'est une intention justement assez intense, mais je veux dire c'est pas se battre contre, c'est facile d'animer sur le terrain, il faut simplement la volonté. Eh bien j'en ai la volonté, j'ai envie que organiser un lundi par mois, alors j'y vais avec prudence, je dis un lundi par mois, dans l'idéal j'aimerais bien que ce soit un lundi par semaine, mais un lundi par mois j'organiserai une réunion, je découperai ce territoire en 6 et puis tous les 6 mois... Ici, voilà, c'est ce qu'elle fait. Alors, est-ce qu'elle va assez loin? Est-ce qu'elle a les moyens d'aller assez loin dans ce domaine, petit à petit? Est-ce que tu as des modèles comme ça? Oui, mais moi je la cite, Brigitte Allain. Et après, c'est vrai que c'était assez inédit comme dispositif par rapport aux précédents députés qu'on a pu connaître. C'est bien la première fois que un représentant vient très régulièrement, c'est un par mois je crois justement, dans la circonscription pour discuter sur des problèmes, même s'ils sont que 15 ou que 20, etc. Mais en tout cas, elle vient. Et une fois par trimestre ici. Et ça n'empêche que c'est pas, ils sont que 15 ou que 20, tu disais, mais alors si on ne fait pas cette offre, les gens ne viendront pas. Au début, il faut s'attendre. On voit quand on fait des réunions pour essayer d'intéresser les gens au travers de notre projet, au travers de... c'est difficile d'avoir, une fois que vous avez 5, 6, 7 personnes qui sont un petit peu sensibles, et redonner la sensibilité, redonner la pédagogie aussi aux gens de cette vie politique, parce que la politique, c'est pas nous qui la faisons, c'est nous ici, tous ensemble, et c'est cette ambition alors c'est pas du nouveau. Enfin, il me semble que c'est pas très neuf, mais c'est à dépoussiérer. Comme le fil à couper le beurre, c'est pas neuf. C'est efficace. Voilà. Bastien, d'abord pour la nouveauté, justement, par rapport à la question qui était posée par Gilles, est-ce que dans cet engagement, qui est peut-être récent, je ne sais pas du tout si tu as eu un engagement politique par ailleurs, ou associatif, ou je ne sais quoi, qu'est-ce qui t'a amené là? Antonio Machado, c'est est-ce que dans cette vous avez juste commencé depuis peu pour la campagne, et justement, est-ce qu'il y a des choses que tu vas expérimenter? Alors moi je vais sûrement beaucoup expérimenter parce que c'est la première fois que je me présente réellement comme ça. J'ai 25 ans, donc c'est une première. Moi je pense que... alors oui, je vais jouer un peu, faire du jeunisme, mais je pense que c'est important quand même qu'on se sente tous
qu'on cherche tous à avoir un rôle dans ce pays, et je rejoins l'idée que la politique, c'est nous tous qui le faisons. Malheureusement, je trouve qu'il y a très peu de jeunes, surtout dans des départements ruraux comme la Dordogne, qui s'investissent. Alors moi, j'y viens effectivement pour découvrir, pour faire une expérience, par conviction aussi. C'est assez récent moi aussi, hein, mon engagement avec le Pardem, sans le parti récent, donc voilà. J'ai des convictions, je souhaite les défendre. Donc voilà, c'est une première expérience. Est-ce que c'est lié à une expérience associative, par exemple? C'est plutôt, je dirais, plus philosophique. Alors, c'est plutôt quelque chose qui personnellement m'a toujours mu. Alors, je vais faire très tôt lu Marx, ce genre de choses, parce que ça m'a intéressé, sans dire que je suis marxiste. Je me prépare. Pas forcément, c'est pas forcément plein d'autres d'ailleurs, hein, même Keynes, voilà. Et je trouve ça, et ça m'a donné envie de participer au monde politique. Après. Et ça s'est pas concrétisé dans une action associative ou avant même non. Pas réellement à l'échelle, voilà. Alors si, militantisme dans des syndicats étudiants, d'accord, ce genre de choses, mais pas quelque chose de vraiment très important. Ici, surtout plus à l'université, et malheureusement il n'y a pas d'université en Dordogne, donc c'était en Gironde. D'accord. Oui, effectivement. C'est un IUT. Je ne suis pas en droit. Et en droit. Oui, donc Jean-Michel. Deux autres petites choses. Oui. Deux autres petites choses. On va s'arrêter dans 10 minutes. Okay. Nous sommes candidats à des fonctions de députés. Hein. Alors, d'ailleurs, je suis assez. Non. Attendez. Je suis assez d'accord avec la façon assez modeste dont vous présentez les choses. Hein, on n'a pas la grosse tête, voilà, comparativement à un certain nombre de gens, et nous n'entendons faire la leçon à personne. Le seul exemple que nous offrons, c'est le nôtre. Voilà. Et on mouille la chemise pour ça. Bon. Mais c'est vrai qu'être candidat... Alors moi j'ai été conseiller municipal pendant 6 ans dans une commune du Nord, et donc j'ai un petit peu moins que vous, mais appris qu'effectivement il fallait que les politiques en général, enfin, ou les gens qui voulaient avoir des fonctions collectives, c'est mieux que politique, ils donnent l'exemple. Il donne exemple, voilà. Et je pense qu'on est à peu près fait du même bois sur ce sujet-là. Mais un député, si nous avons la chance d'être élus, hein, si nous sommes candidats, et moi je suis très clair, bon, j'ai les pieds sur terre naturellement, mais si nous sommes candidats, c'est que nous avons l'intention de faire changer et évoluer les choses. Sinon, pourquoi le serions-nous? Bon. Ceci étant, un député, il représente ses électeurs et ses électrices de la circonscription, mais c'est pas à vous que je vais dire ça. Il a aussi pour fonction de représenter la nation. Voilà, et c'est le député qui vote les lois. Les lois, c'est quoi? Ce sont des règles juridiques qui concernent la nation tout entière. Bon. Donc il ne faut pas se désintéresser. Hein, je ne dis pas que c'est ce que vous avez dit. Il ne faut pas se désintéresser des problèmes généraux. C'est pour ça que j'ai commencé par ça. C'est vrai qu'un député, c'est pas un maire. Un député, il fait partie de la Chambre. Il doit s'intéresser, on est d'accord. Voilà, non seulement à la politique intérieure, mais aussi à la politique extérieure. Voilà. Et donc, je pense qu'il faut qu'on tienne les deux bouts. Et donc, moi, pour répondre à la question à laquelle je n'ai pas répondu, sur la loi NOTRe, il faut très sérieusement l'amender. Au Pardem, nous sommes pour la suppression des régions, pour la revalorisation des départements, et pour le regroupement d'un certain nombre de communes, si vous voulez. Est-ce qu'il est bien... Alors ça, c'est une question, je n'ai pas forcément la réponse. Hein, voilà, c'est une réflexion collective qu'on mènera. Le moment voulu est venu si on arrive à avoir quelques responsabilités. Est-ce qu'il est bien rationnel aujourd'hui d'avoir des communes de moins de 100-150 habitants qui sont totalement pris en charge par les tutelles de l'État, hein? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux regrouper ces communes-là et essayer qu'elles aient une masse critique, si on peut dire, hein, une masse critique pour essayer d'organiser un certain nombre de choses. Et l'échelon régional vous paraît complètement Moi, je suis pour la suppression des régions. Pour quelle raison? Et simplement. Pour quelle raison? Hein, pour des raisons que... Pourquoi on veut nous imposer 12 ou 13 régions, à votre avis? C'est parce que tout simplement on est dans une Union européenne néolibérale et qu'on essaye de mettre nos fameuses régions qui n'ont plus ni queue ni tête à l'échelle européenne, comme les Länder allemands ou autres. Bon, je trouve que effectivement ça c'est foulé aux pieds
les traditions populaires de ce pays. Voilà. Et les traditions populaires de ce pays, c'est quoi? C'est d'abord et avant tout des communes, mais des communes viables. Traditions qui sont nos pas départements. si anciennes que ça, qui sont largement construites. Enfin, tradition. La commune, c'est 1790. C'est pas très vieux, hein. 1791. C'est pas... Ça continue à s'inscrire très bien dans notre Oui, non, mais je ne suis pas contre. Hein. Je viens de vous expliquer le contraire. Mais je pense qu'il faut effectivement peut-être les organiser différemment et leur donner beaucoup plus de compétences, pour répondre à votre question, que ce qu'elles ont aujourd'hui. Voilà. Donc il y a une réforme territoriale à mettre en œuvre dans ce pays. J'ai un petit chiffre désespéré. Vas-y, donne. Non, après tout ce qu'on a dit, complémentie, etc., Ouais. j'ai appris que la France, en 1990, il y avait 20 partis en France. Aujourd'hui, il y en a 451. C'est dingue quand même. Et il n'y a que 5% des Français qui sont encartés. C'est encore plus dingue, Oui. non Donc, Et de plus en plus de finalement, non-inscrits, qu'est-ce et de que ça plus en plus représente? d'abstentionnistes. Voilà. De Et- plus en plus de non-inscrits et de plus en plus d'abstentionnistes. Sur la loi NOTRe, J'en suis. sur la loi NOTRe, vous avez à peu près, par rapport Ouais. à ce que... Après, moi- enfin, sur cet échelon, en tout cas, en gros, l'idée, c'est quel serait l'échelon le plus pertinent pour redistribuer ces compétences. Est-ce que vous êtes contre la région, comme Jean-Michel le dit? Pas directement, parce que, enfin, si chacun remplissait ses compétences, la région a un sens. Parce qu'aujourd'hui, alors c'est parce qu'on est dans la mondialisation où on est, mais aujourd'hui, il est cohérent. L'Aquitaine était cohérente. La Nouvelle-Aquitaine, selon moi, ne l'est plus. Elle ne l'est plus. Mais c'est bien en se fédérant et en étant groupé qu'on arrive. J'allais dire, c'est une fédération, c'est Voilà. pas si mal la fédération. Alors, qu'on arrive à faire, c'est comme les solidarités que j'appelais de l'Europe tout à l'heure. C'est là où moi je pense que c'est important qu'on soit structuré administrativement. Par rapport aux communes, les communautés de communes aujourd'hui participent à la mutualisation des moyens des communes. Donc pourquoi on ferait disparaître les petites communes ? Elles sont le relais. Moi, j'ai besoin. Je serai jamais. Je suis de Saint-Pompon. Je serai jamais Saint-Laurentais, le petit village à côté. Je serai jamais d'Aglanais. Je suis Saint-Pomponais et je veux que ma mairie. Il a sa racine pomponnaise. Et pourtant. Et c'est pas. Saint-Pompon fait la guerre. Mais depuis toujours, Saint-Pompon a fait la guerre à Saint-Laurent et à Daglan, mais depuis toujours, les petits villages se sont. À vous entendre, vous avez peur de la dilution des identités ou quoi? Enfin, c'est quand même bizarre. Enfin, c'est pas la dilution Pas bizarre, d'identité, c'est aussi, si on veut donner un rôle participatif, Le politique conflit essentiel à la démocratie. aux gens, si on veut les mobiliser autour de leur village, il faut qu'il existe un village. Et le village, il existe par leur vie, Oui. il est vécu Mais- par les gens. Mais il il pourrait existe s'appeler. aussi par les décisions. D'accord. Par les décisions qui sont prises en interne. Et d'ailleurs, c'est pour ça que moi, par exemple, je suis contre la diminution du nombre de députés. Parce que, en fait, au plus on va les diminuer, au moins on aura de représentation. Au moins Bien on sûr, aura bien la sûr, bien sûr. capacité Ok. Bien sûr. de- Non, par contre, nous sommes pour la suppression du Sénat. Mais l'Assemblée nationale, effectivement, qui est 577 députés, ne me choque pas. C'est quoi le Sénat déjà? Je me souviens plus. Parce que là, on n'a pas parlé, parce que là encore, la façon dont les sénateurs sont désignés, ce serait encore autre chose. Moi, j'aurais deux dernières questions, mais très, très couillonnes. Si j'habitais dans la 4e circonscription, je viens vous voir, et j'entends vos discours sur l'Europe, et je me dis, bon, j'habite dans un espace qu'on pourrait qualifier de ruralité, enfin, on est dans la ruralité. Le programme Leader Plus, c'est quand même vachement chouette, parce que l'Europe a filé du pognon pour le développement du tourisme, pour le développement de l'agriculture en transition, etc. Et à vous entendre, je me dirais, mince, Pour le développement des web télé comme aussi, c'est quoi ce discours qui fait qu'il faudrait remettre en cause toute cette aide européenne qui a été apportée à ma région? Première question. Deuxième question, j'en ai marre quand je prends le train Bordeaux-Sarlat d'être constamment coupé, de pas avoir, d'être obligé de prendre le... Oui, c'est ça, de prendre les bus. Et je suppose, vous allez être confronté à ce genre de questions, des habitants disant il y en a marre de ce train qui roule pas et qui arrive pas à l'heure, ou je sais pas. Enfin, donc voilà, deux trucs sur lesquels vous serez peut-être confronté. Je veux bien commencer, si mon collègue est d'accord. Voilà, ou même Bastien. Combien on a là pour chacun pour répondre 30 à cette secondes. Non, vous avez le temps. Hein. Bon. Vas-y. Moi, ce que je dirais à un électeur ou une électrice qui me posera la question, je lui dirais, savez-vous que la France est financeuse nette de l'Union européenne
puisque nous perdons... Alors il y a un débat là, hein, vous vous souvenez, c'était le débat de... l'une disait 9 pardon, et l'autre disait 6 milliards d'euros. Hein, la France est, en est pour sa poche entre 6 et 9 milliards. Ça dépend si vous prenez en compte un certain nombre de dépenses. Hein. Bon, donc, c'est la France qui finance l'Union européenne, c'est pas l'Union européenne qui finance la France. Bon. Et si effectivement nous enlevions de l'Union européenne, nous aurions entre 6 et 9 milliards d'euros à la disposition de notre pays. Bon. Là encore, je trouve ça un peu simpliste, mais bon. Non, c'est pas simpliste du tout, ce sont les chiffres. Désolé, regardez les chiffres. Bon. Et donc, ça serait 6 à 9 milliards d'euros de plus dans les caisses de l'État national qui pourraient effectivement venir en aide à ces collectivités territoriales. Bon, ça c'est au niveau national, je dirais. Hein. Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais on n'a pas forcément le temps. Bon, ensuite, je dirais donc à cette électrice et à cet électeur que effectivement nous aborderions donc une réforme régionale territoriale. Alors, moi je ne veux pas non plus faire disparaître les petites communes. Hein. Voilà, je comprends fort bien. Ayant été aussi pendant quelque temps conseiller municipal, je suis assez sensibilisé par tout ça, naturellement. Hein. Bon, c'est le premier échelon où, quand on est tout enfant, on apprend effectivement à ce que c'est que la citoyenneté politique de la commune, bon, ou le canton. Bon. Mais peut-être faut-il qu'il y ait une répartition des compétences différentes entre la commune, justement, le canton, et puis le département, par exemple. Hein. Voilà. Donc je ne propose absolument pas, nous ne proposons absolument pas la suppression des communes. Hein. Je voulais rectifier ça. Voilà. Alors sur la 4e circonscription et plus largement sur le département de la Dordogne, moi je vais prendre mes responsabilités hein, et je vais vous dire très clairement les 3 ou 4 choses que je ferai et que j'aurais fait. Premièrement, je n'aurais pas forcément mis 66 millions d'euros sur l'ASCO 3. Ouais, ça c'est l'ASCO 4, pardon. Parce que je pense qu'il y a effectivement d'autres priorités dans ce département et par conséquent cette circonscription. Quand on parle des transports publics, où on voit effectivement, mais il n'y a pas qu'en Dordogne d'ailleurs, hein, des disparitions de lignes, etc. Bon, la réforme Macron avec ses cars, merci beaucoup Monsieur Macron, mais premièrement je ne pense pas que ça soit un grand succès et d'autre part, je ne suis pas sûr que ça soit très très intéressant au niveau écologique, mais bon, passons. J'aurais donc mis ces 66 millions d'euros sur toute autre chose, la disparition des bureaux de poste, l'éducation, voilà, et la disparition d'un certain nombre d'écoles, peut-être mon collègue connaît ça au niveau de sa commune ou de sa collectivité de communes, mais c'est un gros problème. Les transports scolaires, que je proposerai pour la gratuité, ça existe d'ailleurs dans d'autres départements, ça existe dans d'autres régions. C'est pas le député qui décide, c'est une compétence qui ne provient... les députés, dans le cadre de la future loi de répartition des compétences territoriales, auront des propositions à faire là-dessus. D'accord. Donc c'est là-dessus que Donc il n'y a pas de coupure, si vous voulez, entre... Voilà, un député, c'est d'ailleurs pour ça, me semble-t-il, que c'est une fonction élective et citoyenne très intéressante, parce qu'il a à la fois à s'occuper de sa circonscription, mais il a à la fois aussi à avoir un œil sur l'évolution de la réglementation et de la législation nationale, qui forcément a des implications au niveau local. Voilà. Donc, je mettrai plutôt l'attention sur les transports publics, l'éducation, les aides à l'agriculture paysanne, voilà, les aides à l'agriculture paysanne et non pas ce qui est la fonction, ce qui est la fonction de la FNCA, une agriculture productiviste, non seulement productiviste, mais je dirais totalement déshumanisée et prédatrice de l'environnement, de plus en plus chimique d'ailleurs. Hein. Bon, donc il faudrait mettre fin à ça pour aider l'agriculture paysanne. Et dernière chose, il y en aurait beaucoup d'autres, mais je ne vais pas être trop long. Ce que nous proposons, nous aussi au Pardem, il n'y a pas que nous d'ailleurs qui le proposons, hein, parce que, ok, on est un département rural, il faut s'occuper de l'agriculture paysanne, il faut s'occuper du tourisme, il faut s'occuper des transports publics, de l'éducation, etc. Mais il y a quand même un petit peu d'industrie dans ce département. Et je considère que le salariat, il y a très peu d'influence. Et donc, nous proposons, si vous voulez, qu'on mette en place des SCOP et des sociétés coopératives d'investissement collectif pour que ces entreprises ne se voient pas être relocalisées
vous savez très bien que c'est non seulement un des problèmes de la Dordogne, mais de ce pays. Je vous avais dit tout à l'heure que l'industrie était passée de 23% à 17% en 15 ans, et c'est pas fini. Vous voyez ce qui est en train de se passer, hein. La délocalisation en Pologne ou ailleurs a toujours lieu. On va laisser la parole, on avance, on avance. Mise en place, et ça dépend d'un vote national. Oui. Si nous sommes élus, nous aurons notre mot à dire là-dessus. Voilà. Des SCOP et des SIC, si vous voulez, qui donneraient la possibilité d'avoir un droit de préemption aux salariés locaux pour prendre en charge, avec une aide de l'État bien sûr, hein, et des autres collectivités territoriales, prendre la possession, on va dire, de ces entreprises, si vous voulez, et de les faire fonctionner pour leur propre compte. Voilà. Ça, c'est une proposition très très originale du Pardem. Actuellement, il n'y a pas un autre parti, je pense, peut-être FI, mais qui n'a pas été très clair là-dessus, France Insoumise, sur ce sujet-là. Alors, à moi de parler voilà. concernant l'Europe. Moi, je suis pour une Europe solidaire. Donc, j'entendais tout à l'heure, tu parlais des aides leaders, de tout ça, de la PAC, l'aide à l'agriculture. Je pense que voilà, c'est nécessaire. On doit être solidaires les uns des autres en Europe. On a une identité dans la mondialisation actuelle. Malheureusement, je me repose là-dessus et puis je pense que ça peut évoluer quand même dans un sens qui soit meilleur. Mais moi, je suis absolument pro-européen et je pense qu'il faut qu'on s'entraide pour les gestions des crises mondiales qui vont arriver. On a vu l'immigration, il va y avoir encore plus d'immigration avec les problèmes environnementaux, les choses comme ça. On se prépare à un gros Big Bang de flux migratoires selon moi, et il n'y a qu'à l'échelle de l'Europe qu'on peut gérer ça. Concernant des questions plus pragmatiques, la ligne... les infrastructures. Infrastructures. Alors d'abord juste, moi l'ASCO, j'y suis favorable. Parce que je pense que je suis allé aux États-Unis dans le Muséum d'histoire naturelle. Vous arrivez dans la salle préhistoire, vous avez une photo des Aisies qui prend tout un mur de 10 par 10 et c'est une des merveilles du monde, Lascaux. C'est fou, enfin, et c'est une richesse forte en termes d'économie, encore une fois. Enfin, Lascaux est rempli à fond, et tant mieux. Moi, il y a d'autres façons de soutenir le tourisme. Oui, mais j'aime bien qu'on fixe une richesse mondiale comme ça chez nous, et puis qu'on en fasse. Après, c'est discutable les prix, bien sûr, les choix qui ont été faits sur l'installation. Il se trouve qu'à un moment, il faut en faire des choix, et puis que c'était ceux-ci qui ont été faits. Concernant la ligne Sarlat-Bordeaux, on sait qu'il va y avoir l'inauguration de la LGV le 2 juillet, et là, l'ensemble des communautés de communes, par exemple, se sont fédérées. Et on dit, bon, ben, comment on réagit, puisque le tronçon Sarlat-Lalinde avait été restauré, et la problématique naît de Lalinde-Bordeaux. La problématique aujourd'hui, c'est que l'État, le contrat de plan État-région, demande 6,75 millions d'euros aux communautés de communes. Et ça, il est hors de question. Chacun assume ses compétences. La région doit assumer ses compétences en termes d'investissement. Surtout que c'est quand même des sociétés semi-privées, semi-publiques qui gèrent ça. Et il n'y a pas de raison que ce soit des fonds publics qui viennent faire l'investissement. Déjà, on participe au fonctionnement sur beaucoup de points, mais hors de question qu'on investisse sur l'investissement. À ce propos, pardon, mais à propos du rôle de l'État, Madame Royal, elle a répondu à ta lettre? Non, rien du tout. Je n'ai pas eu de réponse, mais je m'y attendais. Excuse-moi, peut-être repréciser cette lettre très rapidement, parce que là tu parles d'une lettre. Sauf s'il n'avait pas fini de parler, qu'il coupait la parole. Quand on Oui, c'était tu avais écrit par le contournement. Voilà, alors par rapport aux infrastructures, voilà, les infrastructures. On peut continuer. Voilà. Donc sur l'ASCO, je pense que c'est un bon investissement. Sur l'infrastructure, il faut contraindre l'État et la région de jouer son rôle dans la restauration de cette ligne Lalinde-Bordeaux. Et nous, les collectivités, on a à ce moment-là un rôle à jouer qui est de dire hors de question.
On ne peut pas payer. Et la difficulté qui est ressortie au moment où on en a parlé, où on s'est concerté avec les communautés de communes, c'est « Ah ben oui, mais ils vont nous la fermer. Ils ont bien fermé Nancy, Épinal ou je ne sais quelle ligne. Eh ben non, il va falloir qu'on se batte et puis c'est pas avec des intérêts personnels dans une chose ou dans l'autre. Il y a eu 40 milliards qui ont été mis sur le CICE là et aucune contrepartie demandée. Moi je pense que à ce moment-là, pourquoi il n'y a pas eu de contrepartie sur ce CICE, surtout sur un gouvernement de gauche voilà. D'accord. Concernant le contournement de Benac. De gauche entre guillemets. Oui, je suis d'accord avec vous là-dessus. Concernant le contournement de Benac, puisque c'est un problème qui secoue quand même la 4e circonscription. Il se trouve que moi je suis président de la communauté de communes sur laquelle passent 3 km de cette voie. Je veux vous dire, et c'est ce que je dis à Madame la Ministre, c'est que je n'ai jamais eu un mot, un pas vers le responsable d'une collectivité quand même que je suis, je n'ai jamais eu un mot concernant ça. Si, une fois j'ai rencontré le président du département, Germinal Perrault, et je lui ai dit attention, ça monte, là il y a quelque chose qui va mal se passer, il faudrait organiser une concertation sur le territoire, peut-être réviser, ah ben ça fait 30 ans que ça existe, et je pense que parce que c'est un projet qui a 30 ans justement, il est important et urgent de mettre quelque chose, de se mettre autour de la table, avec les élus locaux. Il y a un conflit qui est monstre avec le maire de Benac actuellement, il y a des travaux qui sont faits à Benac, et l'impact environnemental, ne serait-ce que visuel, ça se réfléchit. Au nom de quoi on va détruire une vallée qui a des milliards d'années et une histoire forte. Donc je pense qu'il faut que le moratoire, il a été répondu dans l'essor Sarladé suite à ma lettre, Madame la Ministre, que le moratoire était enregistré. Il est faux. Ce moratoire, c'est un moratoire électoral pour l'instant. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de la voie de la vallée pendant la période d'élection. Voilà. Donc moi je suis ferme là-dessus. Si je suis élu, je solliciterai le président du conseil départemental qui est notre député actuel autour d'une problématique très importante. On se met autour de la table, le projet n'avance pas tant qu'on n'a pas l'ensemble des réponses et éventuellement remanier le projet. Je ne dis pas qu'il n'en faut pas, j'en sais rien. Il n'y a pas eu le diagnostic. Et la grosse problématique dans le mode de fonctionnement des politiques aujourd'hui, c'est qu'on ne fait plus de diagnostic. Aujourd'hui, moi, je suis favorable, et dans ma méthode, c'est ce que je propose, c'est faire un diagnostic des choses, une communication autour de ce diagnostic, des actions, mais aussi une évaluation des actions. Parce qu'à Benac, le problème, c'est que là, ils font un élargissement de voirie, on ne prend pas le temps de savoir qu'est-ce qui va marcher dans... Et on n'a pas le temps, puisqu'on est au député plus président du conseil départemental. J'espère que vous ne serez pas cumulard. Alors je ne serai pas cumulard. C'est obligatoire. Oui, d'abord c'est obligatoire. La loi ne le permet plus, et en plus je suis contre le cumul dans le temps. Ce qui fait que je ne serai pas candidat aux prochaines municipales déjà. Je ne serai pas candidat du coup à la présidence de la communauté de communes. Et donc tu abandonnerais quel mandat si tu étais élu député? Ben les deux. Non mais là. Oui. Ah oui, la mairie et la communauté d'agglomération. Ok, d'accord. Voilà. Oui. Alors à peu près même position pour ce projet à Benac. Et je pense que la première chose à faire, c'est effectivement d'avoir une concertation avec les élus du coin et la population. Ça me paraît clair. C'est pas moi qui vais dire le contraire, puisque comme vous le savez, je suis un partisan de la démocratie directe. C'est pour ça que tu te présentes aux élections représentatives Non, démocratiques. pas du tout. C'est pour modifier la démocratie représentative. Ok. On en a déjà oui, c'est vrai. parlé. Donc on va peut-être, on va s'arrêter là. Merci beaucoup. C'était une première. Et puis. Et au public chéri. Et au public chéri qui est présent. Et puis bonne continuation, bon courage pour coller les affiches. Tu as de la bonne colle? C'est ce qu'il faut. Et nous allons le faire nous-mêmes. Nous ne bénéficions pas de l'argent public. Très bien. Ça te rappellera des souvenirs. Allez, bon courage. Merci beaucoup. À votre disposition pour d'autres débats. Sûr. Voilà. Contradictoires ou pas.